Zahabi Ould Sidi Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le ministre de la Réconciliation nationale. Et enfin, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et en cette qualité, chef de la délégation gouvernementale au pourparlers d'Alger. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous a vu donc tous les trois au premier plan à Alger. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire comment est-ce que vous avez vécu ces 8 derniers mois, ces 8 mois de négociations, monsieur le ministre Diop? Bon, disons d'abord que c'est un grand soulagement pour la délégation gouvernementale qui ne comprend pas que les 3 ministres qui sont devant vous, il y a d'autres ministres qui ont participé qui ne sont pas là, il y a une importante équipe d'experts, mais aussi pour tous les Maliens, parce que nous savons que cette question est une question éminemment nationale qui a préoccupé tous les esprits. Et nous avons senti tous les Maliens et toutes les Maliennes vibrer avec chacun de nous et marquer un intérêt affiché pour toutes les questions en discussion. Et nous étions aussi conscients de la responsabilité qui était la nôtre individuelle, collective, dans cette démarche. Et nous savions aussi que nous étions suivis par tout un chacun. Tous les yeux étaient tournés vers Alger. Les yeux étaient tournés vers Alger. Bon, nous sommes aussi partis quelque part avec des idées claires. Et le point de départ, c'est d'abord la vision du président de la République lui-même, qui a fixé le cap dès le début. Ça a énormément facilité le travail de la délégation, parce que dès le début, il a fixé un certain nombre de lignes très claires, en disant que lui, il est pour la paix. Et il pense que seul le dialogue permettra de résoudre de façon définitive la crise qui affecte notre pays. Et par rapport à cela, il a indiqué qu'il y a un certain nombre de principes fondateurs de notre nation, mais aussi des principes clés de notre Constitution qui doivent être observés et qui ne peuvent faire l'objet de négociations ou de pourparlers entre Maliens. Si vous permettez, on va y revenir, juste donner le temps aux autres de nous dire comment est-ce qu'ils ont vécu ces 8 derniers mois de négociations à Alger. Monsieur le ministre Konaté. Je voudrais ajouter à ce que le ministre Diop a dit, la perception que j'ai eue de la mobilisation nationale autour de la résolution négociée de ce conflit. Je me rappelle encore des jours où, juste avant de partir, toute la communauté nationale s'était unie pour prier. Toute la communauté nationale s'était unie pour discuter. Cet élan écuménique venait dire de manière concrète que le Mali est un pays laïque. Tout le monde, selon sa foi et selon sa religion, a prié pour le bon achèvement de cette crise, pour la réconciliation nationale et pour le retour de la paix. C'était quand même des mots de paix. La charge aussi de la responsabilité. Nous avons été envoyés, c'est vrai, avec des consignes très claires. Nous avons été envoyés à un moment où notre pays sortait d'une crise que les observateurs les plus avertis ne pensaient pas qu'elle aurait pu atteindre la profondeur qu'elle a atteint. Donc nous nous étions tous demandé, est-ce qu'on pouvait si vite revenir avec quelque chose qui démarre le dialogue entre nous et qui démarre le retour de notre pays dans un cadre normal de vie et de lutte pour le développement. Et vous aviez bien évidemment le poids de cette responsabilité. Nous avions le poids de cette responsabilité et selon les rounds, nous avons commencé à comprendre que c'était un poids qu'on aurait pu porter. D'accord, monsieur le ministre Zahabi. Bon, moi je pense que les frères ont déjà dit que ce qu'il fallait, que c'était un soulagement pour la délégation qui était en the front line, comme on dit, en première ligne. Mais ce que moi je voudrais, ce qui a frappé mon attention pendant tout ce processus, c'est que d'abord vous avez parlé de 8 mois. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement Alger. Moi, je vois le processus depuis le démarrage. Le coup d'envoi a été donné par le président de la République lui-même,
son Excellence Al-Hajj Ibrahim Boubacar Keïta au lendemain de son investiture. Il avait reçu les responsables des mouvements et les responsables des camps de réfugiés. Et tous les Maliens avaient vu ça à la télévision. Et il avait dit, tout est négociable sauf ce que nous on appelle les lignes rouges. L'intégrité territoriale, l'unité du pays, le caractère républicain de l'État et la laïcité. Et tout le reste, on peut le discuter. Alors, aujourd'hui, ça c'était le coup d'envoi pour moi, qui exprimait déjà le cadre de ces négociations. Il y avait aussi... Ça durait beaucoup plus que 8 mois. Voilà, ça durait 8 mois avec un système, quand même, qu'il faut reconnaître que la méthodologie, cette fois-ci, elle a été différente des accords précédents. Les accords précédents, c'était une négociation entre gouvernement, mouvement armé. Mais le fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait adopté une résolution pour souligner que ce processus doit être inclusif. Donc nous, on a été à Alger, on est revenu, on a eu des séances de restitution et avant même d'y aller, il y a eu l'organisation des assises nationales sur le Nord, à laquelle tout le monde avait participé. Donc c'est le caractère plutôt inclusif que vous retenez de la chose? Je retiens le caractère inclusif et la méthodologie aussi qu'il y a eu les états généraux sur la décentralisation et tout ça, c'est tout ça ce document. Ce document, c'est pas seulement, doit pas être vu de manière isolée, mais il doit être vu dans le cadre d'un processus qui était un dialogue permanent entre tous les Maliens et c'est ce que j'aimerais bien souligner et qui m'a frappé par rapport à ce processus. Alors nous reviendrons bien évidemment sur le contenu du document. Je reviens vers vous, monsieur le ministre Diop, pour vous poser peut-être quelques questions techniques. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Alger depuis que vous avez quitté notamment la suite après votre départ d'Alger? Est-ce que vos frères de la coordination sont revenus? Est-ce que la médiation a de leurs nouvelles? Et qu'est-ce qui est prévu pour qu'ils signent et paraffent finalement ce document? La procédure, c'est quoi? Bon, vous savez, notre première préoccupation après notre arrivée, c'était de rendre compte aux autorités qui nous ont envoyés. En particulier le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre, et nous venons d'ailleurs du Conseil des ministres où nous venons de faire aussi un compte rendu. Et ensuite, notre préoccupation de partager avec l'ensemble des Maliens et de faire comprendre les engagements qui ont été pris, leur portée pour le pays. Ce qui est en cours et des activités ont été déjà lancées par rapport à cela. C'est vrai que nous gardons un œil sur l'Algérie, nous nous informons et comme tout le monde sur les médias pour savoir ce qu'il y a, mais j'avoue que notre attente, c'est que les frères de la coordination se déterminent aujourd'hui. Nous les invitons à aller vite parce que bon, c'est une question urgente, parce que c'est des vies humaines qui sont en jeu. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est à la communauté internationale, en particulier l'équipe de médiation, de s'assumer pleinement. Elle l'a fait déjà, en allant de l'avant avec ce document d'accord qui a été paraphé. Mais aujourd'hui aussi, chacune des parties doit être mise devant ses responsabilités. Pour sa part, le gouvernement du Mali a fait un choix clair sans aucune hésitation. La plateforme en a fait de même et il appartient maintenant à la coordination de se déterminer rapidement. Qu'est-ce qui est prévu techniquement à partir du moment où elle se détermine? Maintenant, la prochaine étape, c'est que nous souhaitons que dans les prochaines semaines, nous puissions aller rapidement vers une signature. Avant la signature, en fait, moi, je veux savoir si la coordination décide aujourd'hui de paraffer, comment est-ce que ça va se passer? Elle retourne à Alger paraffer avant la signature ici? Bon, disons que je n'ai pas le détail technique de savoir où ça va se faire, mais bon, si elle décide de paraffer, le document qui est là sera mis à leur disposition pour pouvoir paraffer. Aujourd'hui, notre attention est attirée vers la signature, parce que pour nous, le paraphe, nous, on a dépassé ce cap qui est géré entre la coordination et l'équipe de médiation. C'est aujourd'hui de tout faire pour qu'on puisse, dans un délai d'1 mois maximum, pouvoir signer le document et maintenant nous engager résolument dans la phase de mise en œuvre, qui est aussi une phase relative
relativement complexe et qui est aussi différente aussi de toutes les mises en œuvre qu'on a eues dans le passé, avec un rôle important pour la communauté internationale. Donc notre préoccupation aujourd'hui, c'est de tout mettre en œuvre et que toutes les parties, tous nos partenaires s'investissent pour nous accompagner vers une signature rapide et aussi engager aujourd'hui la mise en œuvre et faire en sorte que la paix, la sécurité surtout dans ces régions reviennent rapidement. Au passage, expliquez-nous encore un truc très technique. On vous a vu signer, vous dites que vous avez paraphé. La différence, le paraphe, pour nos auditeurs, le paraphe et la signature? Bon, c'est vrai que juridiquement, ça peut paraître comme un terme technique ou savant, mais en clair, le paraphe, ça veut dire qu'on a discuté, on a négocié un document. À ce stade-ci, les engagements sont consignés dans le document ne fera l'objet d'aucune autre modification. Ça veut dire que la phase de négociation est terminée. Personne ne touchera plus à ce document. Le gouvernement a signé, la plateforme a signé, pas nous seulement, tous les pays ou institutions membres de la médiation ont aussi signé. Il reste seulement que la partie qui n'a pas signé le moment venu, qu'elle vienne juste apposer son paraphe. Donc ce que nous sommes en train d'appeler projet d'accord est en fait déjà définitif. Bon, enfin, en fait, ne va plus se modifier. Ça veut dire qu'il y a un document qui consigne tous les engagements et nous, on a mis notre paraphe, ça veut dire que nous, le document, nous l'avons accepté au nom du gouvernement du Mali. Donc, mais l'autre phase, maintenant, juridiquement, l'engagement n'est pas ferme tant qu'on n'a pas encore signé. Mais ça veut dire que le document tel quel ne subira aucune autre modification. Alors, il reste seulement la phase de la signature qui est un engagement solennel. Absolument. Une question qui s'adresse à tous les trois ministres maintenant. On a entendu beaucoup de choses depuis que vous êtes revenus, depuis la signature, le paraphe donc de cet accord. On a entendu accord bancal, on a entendu accord préliminaire. Alors, on a un vrai accord? Bon, il faut que nous comprenions d'abord que nous ne cherchons pas la perfection. Nous cherchons à reconstruire un pays. Nous cherchons à reconstruire un pays, à amener tout un peuple ensemble, à regarder dans la même direction après la crise la plus grave que notre pays ait jamais traversée depuis son histoire. Et que par rapport à cela, il faut essayer de tenir compte du contexte. Le contexte sur le terrain, qui est quand même assez complexe, l'impact de ce conflit sur les pays voisins, aujourd'hui l'attente des Maliens, les amis de la communauté internationale qui nous accompagnent. Donc il y a une série de contraintes et d'exigences qui font qu'on a un environnement dans lequel on cherche à composer. Et ce qui est sorti aujourd'hui, qui de notre point de vue est pleinement conforme au mandat que nous avions au départ, avec les flexibilités que nous avions aussi de laisser la porte ouverte pour que nos frères puissent revenir. Par rapport à cela, aujourd'hui, nous considérons que l'accord qui a été paraphé constitue une chance pour le pays et c'est une promesse pour la paix. Œuvrons pour que cette promesse puisse être traduite en réalité pour les Maliennes et les Maliens et que chacun de nous aide à consolider ce consensus-là. Monsieur le ministre Konaté Zahabi, une avancée quand même malgré l'absence du paraphe des autres? C'est une avancée. Le paraphe indique simplement que nous avons discuté, nous sommes tous d'accord sur le contenu. Quand trois parties doivent parapher, que deux parties le font, la troisième vous dit « j'ai besoin de quelque temps pour interroger ma base », c'est le terme qui a été utilisé, et revenir vers vous pour achever le processus dans lequel je me reconnais, dont je ne suis pas parti. Ça veut dire qu'en fait, l'autre viendra probablement plus tard que nous, mais viendra. Aujourd'hui, on n'a aucun indice qui nous permette de dire que l'autre ne viendra pas. Dans ces conditions-là, c'est une avancée. C'est une négociation. Toutes les parties ne peuvent pas avoir 100% de ce qu'elles ont demandé. Absolument. Ce document a ceci que il préserve tout ce qui est important pour un Mali, un indivisible, démocratique, laïque, avec un pouvoir unitaire qui respecte la diversité. Voilà. Oui, on va y revenir tout à l'heure, monsieur le ministre Zahabi, ni bancal, ni préliminaire, on a un vrai accord. Bon, vous savez, les gens
ils ont le droit de commenter. Et chacun peut commenter. Mais moi, ce que je vois qui est important dans ce document, c'est qu'il y a un cadre qui est fixé pour tous les Maliens de bonne foi, qu'ils soient dans les mouvements ou qu'ils soient du côté dans le reste du pays. Et une fois que ce cadre est fixé, il y a des principes de base qui sont appelés principes de base. Maintenant, on dit souvent que le diable est dans les détails. Quand vous lisez un document comme ça, il faut d'abord voir l'esprit du document. L'esprit, c'est de créer des conditions que les gens soient ensemble pour discuter et pour trouver une solution au problème. Ça, c'est un. De deux, quand vous lisez les articles, souvent dans un article, bon, comme c'est aussi document de consensus, et dans la pédagogie, il est clair que parfois vous trouvez un article qui est plus clair qu'un autre, mais vous ne pouvez pas les interpréter article par article. Si vous vous accrochez à un seul article en oubliant tout le reste, vous faussez la problématique. Donc on n'était pas en fait pour le moment sur les articles, on était sur l'absence de la signature du paraphe. Non, on m'a posé la question, si c'était un accord bancal. Absolument, oui, c'était par rapport à l'absence du paraphe des autres. Non, quand vous me dites, ça c'est un jugement que certains portent. Mais moi je vous ai dit que par rapport à ce jugement, moi je vois un document qui fixe un cadre consensuel et qui respecte les principes de base. Et je veux bien souligner, parce qu'il y avait la feuille de route. La feuille de route, ça c'est une étape importante dans ce processus. C'est elle qui était élaborée à partir de l'accord de Ouagadougou et qui également fixait le cadre de cet accord-là, qui rappelle le caractère inclusif et le respect des principes de base. Maintenant, comme je vous ai dit, pour moi, il n'y a pas de document parfait. Et comme le dit l'autre, tout texte est sujet à interprétation. Mais l'interprétation, c'est ça qui fait que les avocats peuvent vivre, vous savez. La loi, elle est écrite, mais chacun l'interprète de manière à la positiver ou à y trouver son compte. C'est la même chose que cet accord. D'accord. Voilà. On va essayer donc d'évoquer avec vous, messieurs les ministres, quelques aspects donc de ce projet, à commencer sans doute par la question la plus polémique, cette notion d'Azawad. Le document, il le reconnaît. Vous avez été amené à accepter ça, monsieur le ministre Diop. L'Azawad figure dans le document, mais disons que ce n'est pas une nouveauté. L'Azawad figurait déjà dans le pacte national signé dans les années 90. Ça figurait dans les accords de Ouagadougou, les régions du Nord appelées par certains Azawad. Ça figurait dans la feuille de route signée en juillet. Et le gouvernement, de façon générale, a toujours indiqué qu'elle n'a rien contre l'Azawad en tant que terroir, avec la compréhension qu'au Mali, toutes les parties du pays ont un nom. Il y a des terroirs partout. Il y a le Dindi, il y a le Gourma, il y a même l'Azawak vers la frontière avec le Niger. Donc il y a beaucoup d'autres localités qui ont des noms. Et que par rapport à ça, nous n'avons pas de problème. Maintenant, ce que nous avons indiqué de façon constante et qui a été aussi préservé dans le cadre de ce document et qui a été aussi accepté par toute la communauté internationale, c'est d'indiquer que pour nous, considérer que Tombouctou, Gao et Kidal constituent une seule entité politique et géographique appelée Azawad, nous le rejetons. Donc c'est moins le nom que le contenu qui pose des problèmes au niveau du gouvernement. Absolument. Et ce qui est dans le document aussi ne dit pas autre chose, ne considère pas ces trois régions. Parce que quand vous regardez même par rapport au pacte national ou même aux accords de Ouagadougou, on appelait les régions du Nord appelées par certains Azawad, cette appellation a disparu. Maintenant, la médiation a tenté de dessiner un compromis autour de dimensions mémorielles ou symboliques de la notion. Mais ce qui est important à retenir pour les Maliens, c'est de dire que l'accord a quand même retenu que cette question est extrêmement importante et ne peut être tranchée sans débat entre Maliens. Et il est prévu qu'un débat national s'instaure et que cette question soit tranchée définitivement. Donc les Maliennes et les Maliens
à qui je demande une certaine patience pour attendre le jour de ces débats nationaux où nous serons tous appelés à venir nous exprimer et à donner notre compréhension de la question. Je crois que ceci nous permettra de mettre cette notion définitivement derrière nous. Donc en réalité, la question n'est pas tranchée par rapport à l'Azawad. La médiation a en quelque sorte dit, allez-y vous réunir entre Maliens, entendez-vous là-dessus? Elle est tranchée en ce sens que dans l'accord, il est clair que l'Azawad, il n'y a aucune notion de territorialité. Ce n'est pas lié à un territoire. Et c'était ça notre question. Donc maintenant, il y a une définition qui est dedans, qui peut servir de base pour aller à ces débats, mais nous pensons même que sur la notion, il y a une avancée par rapport aux précédents accords, parce que pour nous, Tombouctou, Gao et Kidal, à aucun moment dans l'accord ne sont appelés Azawad. Monsieur le ministre Konaté. Oui, pour compléter ce que dit le ministre Diop, la notion qui pose problème dans ce concept Azawad, c'est la notion d'entité politique. L'Azawad ne peut pas être une entité politique. Ça, c'est refusé. Et le document ne dit nulle part que l'Azawad est une entité politique. À la limite, ça dit que c'est un concept, c'est un espace qui est contenu dans l'imaginaire d'un certain nombre de communautés. Bon, ça, à la limite, on peut vivre avec le temps d'expurger complètement cette question de l'Azawad en tant que prétention d'entité politique ou prétention d'identité telle qu'elle jure avec l'identité nationale. Même si vous voyez dans la définition qui est donnée, il est dit que ça peut avoir... Une allusion est faite à l'identitaire, mais en disant que c'est une composante de la diversité nationale. Hein? Et ça, je pense que c'est important de prendre ça. C'était peut-être la manière la plus heureuse pour la médiation de nous proposer quelque chose. En attendant que nous-mêmes nous réunissions et que dans un débat franc, national, nous sortions avec un consensus qui, cette fois, va être un consensus définitif. Alors, Monsieur le ministre Dabi, quelle est votre lecture de la présence de ce mot Azawad, de cette notion quand même dans ce projet d'accord? Bon, moi, je vais être un peu plus direct que tourner sur ce mot-là. Dire que quelqu'un Azawad, c'est-à-dire que c'est un terroir. Il y a deux conceptions. La première, le document ne pouvait pas ne pas contenir Azawad, parce que même les francs avec qui on négocie, chacun d'eux s'appelle Azawad quelque part. Absolument. Donc ça, si vous voulez, en tant que tel, moi je crois qu'il faut relativiser. Qu'est-ce qui est nouveau dans ça? Moi j'ai signé le pacte, c'est moi qui j'étais parmi ceux qui ont fait le pacte. Et pendant le pacte, la solution, ça n'a jamais été trouvé. On disait appelé par certains Azawad, appelé par le gouvernement les régions du nord du Mali. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je crois que pour une fois, ce problème a été vraiment débattu et il y a eu une sorte de compromis. Le compromis qui dit, et c'est là où le mouvement n'avait pas d'argument, que c'est une solution qui doit être tranchée par les Maliens dans un débat national. Alors, dans ce débat qui va être organisé, et toutes les parties prenantes y seront, la société civile, tous les Maliens, si les mouvements tels qu'ils les prétendent disent que c'est bien, tout le monde s'appelle Azawad, le jour-là on saura. Et si les Maliens les rejettent dans leur globalité, eh bien, eux aussi ils doivent se remettre à l'évidence. Ce qui n'était pas acceptable, c'est que, et c'était la thèse du gouvernement, qu'une partie impose un nom parce qu'elle est armée, elle veut en imposer aux autres. Et puisque le truc, le concept ou le nom est soumis à un débat public de tous les Maliens, et c'est ce débat qui doit se prononcer, moi je crois que le problème ne doit pas... Il est réglé, à mon avis. Monsieur le ministre. Juste un élément que je voulais ajouter en touchant à ça, parce que la définition qui est donnée aussi indique très clairement que ça s'inscrit dans le cadre du caractère
unitaire de l'État malien. Parce que ce qui nous inquiétait, c'était un peu aussi la connotation sécessionniste liée à la notion d'Azawad. Et pour nous aussi, cette question est tranchée parce que personne ne peut désormais revendiquer l'Azawad pour demander la division du pays. Sans oublier évidemment, bien évidemment que la question sera débattue au cours de cette fameuse conférence d'entente nationale prévue dans l'accord. Passons, Monsieur le ministre, à la gouvernance. Désormais, libre administration, comme le dit le projet d'accord, ça veut dire quoi? Plus d'État ou moins d'État? Pas plus d'État ou moins d'État? Bon, ce qui est important à retenir, c'est d'abord de comprendre que la notion de libre administration est prévue par notre Constitution. Et l'offre du gouvernement s'articule autour de cela, mais aussi prend en charge tout ce qui a été fait comme recommandation majeure lors des assises sur le Nord, mais aussi lors des États généraux de la décentralisation, où il a été recommandé que pour prendre en charge les causes de la crise qui s'est vue dans la partie septentrionale de notre pays, qu'il fallait aller vers une décentralisation poussée, vers une dévolution importante de compétences au niveau des collectivités locales. Donc la libre administration dans le cadre d'un État unitaire tel qu'il est proposé prend en charge cette notion qu'il faut avoir un équilibre dans la répartition des compétences entre l'État central qui accepte volontiers d'accorder un certain nombre de compétences aux collectivités afin de créer plus de confort pour la gestion des questions de développement, tout en comprenant que les questions de défense nationale resteront des défenses, en tout cas tout ce qui est régalien restera au niveau de l'État central. Alors on va avoir un premier responsable, donc si je comprends bien, de la région élue. L'État, il va faire quoi finalement? Bon, vous savez, il y aura un représentant de l'État désigné par l'exécutif national. Mais il y aura aussi le chef de l'exécutif régional, qui lui est élu. Lui, il est responsable pour la collectivité région. Donc maintenant, le représentant de l'État détient les pouvoirs régaliens de l'État. Mais maintenant, dans le cadre d'une bonne collaboration, l'État apporte aussi un appui technique en mettant à disposition un certain nombre de services techniques pour appuyer le travail des collectivités, parce que souvent il y a des problèmes de ressources, il y a des problèmes de compétences, donc pour prendre tout ça en charge, mais ceci ne remet pas en cause l'unicité de la République. Un appui financier aussi. D'accord. On parle d'autonomie déguisée. Bon, comme je l'ai dit encore une fois, c'est une question de compréhension. Ce qui est là s'inscrit clairement dans le cadre de notre Constitution comme point de départ. Et deuxièmement, par rapport aux recommandations qui ont été faites, c'est juste une dévolution plus grande de responsabilité, mais il n'y a absolument aucune autonomie dedans, parce que le pays, son caractère unitaire est préservé et l'unicité du pays est réservée. Nous ne voyons absolument pas d'opportunité à parler d'autonomie quelconque par rapport à cela. Mais c'est vrai qu'il y a plus de confort qui est créé, il y a plus de responsabilité. Et puis comprenons aussi que nous sommes quand même, ne nions pas que nous sortons d'une crise majeure et que pour résoudre la crise, si l'existant, le statu quo réglait les problèmes, on n'aurait pas eu la crise. Il faut aussi qu'on comprenne qu'on est dans un pays divers et que la façon de gérer nos affaires ici à Bamako est dans des zones qui sont des zones confrontées à des difficultés climatiques physiques et qu'il faut mettre une architecture institutionnelle flexible qui donne quand même une certaine marge aux communautés ou aux collectivités. Votre avis sur la question, autonomie ou pas? Il n'y a pas d'autonomie. Vous vous rappelez les états généraux de la décentralisation? Il y a été question de l'approfondissement de la décentralisation autour d'un concept, celui de la régionalisation. En fait, c'est dans la mise en place de cet accord au niveau de la décentralisation, au niveau des États généraux, que cette offre a pris en compte la notion de régionalisation et la notion de l'approfondissement, disons, de la décentralisation à travers une gouvernance locale qui donne plus de place à la libre administration. Mais c'est une délégation de pouvoir. Cette délégation de pouvoir-là n'empêche nullement
que l'État unitaire exerce son autorité et sa souveraineté à travers tous les éléments du régalien qui restent au niveau de l'État. Par exemple, une région n'aura pas son armée. Il y a une seule armée nationale. Une région n'aura pas son dispositif de justice. Il y aura une seule justice nationale administrée selon la séparation des pouvoirs. Vous n'aurez pas non plus, au niveau d'une région, une monnaie qui va être différente de la monnaie des autres régions. Vous n'aurez pas un drapeau qui va être différent du drapeau national. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont là, qui montrent qu'on est dans une république unitaire qui sont préservés. La décentralisation n'a jamais voulu dire qu'il y a une autonomie qui crée différents petits pouvoirs. Absolument. Monsieur le ministre Zahabi, votre point de vue sur cette question? Je suis d'accord avec mes deux collègues. Moi, je vois ça plutôt une question de gouvernance. C'est-à-dire que le changement, il faut qu'on accepte les changements que les Maliens réclament. Les Maliens réclament un changement dans le domaine de la gouvernance. Le fait qu'il y ait un conseil régional qui a des pouvoirs qui sont limités par la loi, parce que même l'accord fait toujours référence à la loi, telle que définie par la loi. Même les compétences qui y sont, pour celui qui les lit, il dit tel que défini par la loi. La loi, elle est votée à l'Assemblée nationale. Elle fixe une répartition des compétences. Donc le niveau le communal, régional, jusqu'au niveau national, chacun a des domaines de compétences. Bon, le fait de donner à des gens, de les responsabiliser dans la gestion de leurs affaires locales, c'est une mesure qui s'applique à tous les Mali, donc ça ne s'applique pas à une partie en oubliant le reste du pays. On disait quelque part en priorité, il faut l'expérimenter au nord. Mais quand moi, comme l'a dit le ministre Konaté, quand vous voyez les recommandations des journées sur la décentralisation, et le document existe, c'est ce qui est dedans, c'est ce que les gens, les Maliens de Sikasso, et j'étais frappé d'ailleurs au cours de ces journées, moi étant de Tombouctou, de voir que les gens de Sikasso, de tous les Mali, réclamaient plus de responsabilisation dans la gestion de leurs affaires locales. Et je crois que vraiment, si on ne veut pas seulement rentrer dans les enchères, je pense que le document reprend ses idées et en même temps il va régler ce problème de gouvernance qui a fait que on est tous d'accord qu'il y a un retard dans ces régions parce que l'administration est loin, parce qu'ils sont enclavés. Et ce sont ces réponses à ces problèmes qui sont apportées par ces documents. Absolument. Parlons donc développement à présent. Monsieur le ministre Konaté, on va commencer cette fois par vous. Alors, en matière de développement, quels sont les grands axes qu'on retrouve dans ce projet d'accord? Dans ce projet d'accord, il est d'abord fondé sur la création des conditions permettant à chacune des régions du Nord de réduire les disparités qu'elle connaît par rapport au niveau national. Tout à l'heure, le ministre Zahabi disait qu'on peut parler de faible développement et autres. Mais il y a une réalité que dans notre pays, il y a des disparités. Donc, c'est d'abord d'être conscient de ces disparités, de réduire ces disparités. Deuxièmement, d'être conscient de la nécessité qu'il y a d'avoir la sécurité, sinon il n'y a pas de développement. Vous prenez dans l'accord l'ensemble des projets qui ont été indiqués, un bon tiers de ces projets-là sont des projets qui existaient déjà, qui n'ont jamais pu être exécutés.
Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on commençait à le faire, une dégradation sécuritaire se pointait à l'horizon qui rendait impossible de pouvoir travailler. Ça, c'est d'abord de repartir sur ça. L'autre chose, c'est de faire en sorte que les potentialités régionales soient vraiment mises en exergue et qu'il soit aidé que chacune des régions se développe en développant ses potentialités régionales et qu'elle occupe sa place au niveau du développement national. Ça, c'est le deuxième esprit à l'intérieur. Le troisième, c'est la nécessité de faire que la caravane nationale avance à bon rythme parce que les chameaux les plus en retard, on les aura aidés à aller plus vite, pour reprendre une expression délicieuse qui nous a été dite pendant la clôture. Vous voyez, c'est pour cela qu'on a parlé de développement spécial, d'administration spéciale et de développement accéléré. C'est vraiment l'esprit de prendre en charge les spécificités et de pousser ces spécificités de manière particulière en sorte qu'on puisse déboucher sur quelque chose de national qui va au même rythme sans que nous ayons beaucoup de disparités. Vous parlez des régions prises individuellement, il y a aussi cette notion de création de cette zone de développement des régions du Nord. Il y a la notion de création, effectivement, de la zone de développement du Nord, de la zone de développement accéléré. Et cette zone de développement accéléré, nous avons souhaité qu'elle soit à l'échelle d'une région. Le document la met à l'échelle de trois régions. Mais dans l'opérationnel, rien n'empêche que ce soit mis à l'échelle de la région. Rien ne l'empêchera au niveau opérationnel. Parce qu'en fait, nous sommes convaincus qu'en le mettant au niveau régional, on a une entité qu'on peut faire se mouvoir plus facilement avec toutes les structures qu'il y a. Le document fait l'hypothèse qu'on peut amener ces entités au nom de l'interrégionalité, qui est aussi dans la décentralisation approfondie. L'interrégionalité, il fait partie. Donc c'est quelque part au nom de cela qu'il a été pensé qu'on peut aller avec une seule zone, que ce serait plus facile à piloter. Ça ne revient pas un peu à particulariser ces zones quand même et à diviser un peu le Mali entre le nord et le sud? Non. Vous savez, moi je crois qu'il y a une certaine psychose, mais il faut dépasser ça. Vous savez, on est un seul pays, je crois que tout le monde l'a compris. Cet accord les précise davantage. Et ce n'est même pas, vous savez, même ce papier-là, il ne peut pas imposer aux Maliens d'accepter que quelqu'un divise leur pays. Si les Maliens ne sont pas d'accord là-dessus, ils ne sont pas d'accord, hein, et personne ne peut leur imposer ça. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas vraiment chercher à diaboliser les concepts. Ce qu'on doit regarder de manière très objective, on revient de très loin. Et pour encore une fois, les Maliens ont démontré qu'ils sont à la hauteur de relever les défis. Quand tu regardes, moi vous savez, j'ai fait le maintien de la paix, j'ai géré beaucoup de crises à travers l'Afrique. Quand vous regardez ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Syrie, ces gens n'ont plus de pays. Nous, alhamdoulilah, avec un papier aujourd'hui, on arrive quand même à nous retrouver. Et le monde entier, toute la communauté internationale nous soutient dans cette démarche. Moi, je crois qu'il faut vraiment relativiser les choses et faisons vite que ceux qui ne veulent pas de la paix n'aient pas raison sur l'ensemble du peuple malien, des populations du Nord. Les réfugiés, pendant les écoutes, les populations ont été écoutées. Et moi, je vous dis, la société civile, l'après Alger 1 a été consacrée à la société civile.
elle était venue, elle a dit son point de vue, et je peux vous dire que l'accord a été fortement influencé par le jugement de la population. Absolument. D'accord. Monsieur le ministre Diop, un mot par rapport à oui, non, très rapidement. La première, pour compléter les collègues, c'est d'abord un thème cher au ministre Konaté. La notion de zone de développement, en fait, c'est un statut. C'est un statut qui est donné à ces zones sur une période de 10-15 ans pour permettre surtout de rattraper un certain retard en matière de développement. Retard dû sans doute au conflit qui affecte ces zones-là depuis 3 ans au moins, mais aussi à cause d'un certain nombre de contraintes physiques, parce que c'est des zones désertiques qui font déjà face à un certain nombre de problèmes. Et le deuxième, c'est de dire que le gouvernement peut à tout moment, compte tenu des critères utilisés pour déclarer ces zones de développement accéléré, il n'est pas exclu que le Sahel occidental, dans la région de Caille, puisse aussi bénéficier de telles mesures ou toute autre partie du pays. L'autre question que je voulais aussi dire, c'est que la question de développement de ces régions, c'est aussi une question politique. Parce qu'aujourd'hui, des groupes terroristes, des groupes de narcotrafiquants profitent de la fragilité des populations, du fait qu'ils vivent dans des situations de précarité pour venir endoctriner les gens et les exploiter. Donc par rapport à ça, il est de notre intérêt national en tant que Maliens d'investir pour créer des conditions de donner espoir, en particulier à cette jeunesse qui vit dans ces localités. Autre question, il est de notre intérêt national aussi de créer même des infrastructures physiques qui font que désormais, même l'espace géographique qui nous sépare de ces régions soit réduit au minimum pour que tout le monde se sente partie prenante entièrement de l'ensemble national. C'est ce que je voulais ajouter par rapport à cette question de développement. Alors si vous le permettez, on va passer, on continue, on passe aux questions de défense, aux questions militaires. Alors une armée unique qui se redéploie sur l'ensemble du territoire national. Comment est-ce que cela va se passer, monsieur le ministre? D'abord, il faut rappeler que cette question est une question essentielle. C'est pratiquement cardinal à partir du moment où on accepte l'unicité du pays et les principes clés qu'on a définis par rapport à la Constitution. Ça découle. Donc il ne peut pas y avoir 2 armées comme cela a été indiqué. Et deuxièmement, c'est absolument normal dans ce cas que l'armée se déploie sur l'ensemble du territoire national, pas seulement pour faire la guerre, elle défendra le pays, mais elle accompagne aussi les services sociaux de base, les services de santé, les services d'éducation, afin que les Maliens, les populations vulnérables qui vivent dans ces zones puissent bénéficier de l'assistance. Mais aussi, il faudra noter qu'une résolution du Conseil de sécurité, celle qui a décidé justement d'envoyer même la mission des Nations Unies, l'objectif, c'est que la mission aide le Mali à asseoir son autorité sur l'ensemble de son territoire national. Et dans ce cadre-là, l'armée malienne doit être aidée à se déployer sur l'ensemble. Donc, on a vraiment un principe international admis par le Conseil de sécurité. Il y a Dieu seulement. L'accord permettra de trouver maintenant des modalités et des arrangements qui permettent de rendre ça une réalité afin que les gens bénéficient aussi de la sécurité partout où ils se trouvent. Alors, elles ne sont pas encore définies, ces modalités. Bon, vous savez, il y a ce document, c'est d'abord un accord interne, un accord entre Maliens. Ça veut dire que tout ce qui est convenu ici doit pouvoir se traduire à travers les lois et les règlements du pays. Il y aura des structures comme des commissions qui seront mises en place avec l'implication de tout un chacun qui vont définir maintenant les paramètres par rapport à ça, avec une grande responsabilité pour nos forces de défense et de sécurité, de définir exactement sur le plan stratégique et opérationnel comment ils voient ce déploiement. Donc on voit aussi avec nos partenaires comment cela peut se traduire sur le terrain. Alors l'épineuse question de la réintégration des éléments des groupes armés dans l'armée nationale, ça va se passer comment et quel garde-fou peut-être pour éviter ce que l'on a connu dans le passé, les mauvais souvenirs que les Maliens ont de cela? Nous-mêmes, en tant que négociateurs, c'était un des points clés que nous avions. Et nous étions conscients de la nécessité de faire en sorte que nous puissions éviter les erreurs du passé. Et dans le cadre de l'accord, les choses sont claires. C'est qu'il y aura une commission nationale qui sera mise en place. Et cette commission nationale va déterminer un certain nombre de critères. Donc il n'y aura pas d'intégration automatique. Donc ça doit obéir à des normes de l'Union africaine
à des normes des Nations Unies pour pouvoir traduire ça, et sur la base aussi des recommandations de la Commission, au centre de laquelle se trouveront aussi nos forces de défense et de sécurité et les représentants du gouvernement. Ça, c'est le premier point. Il y a d'autres questions aussi qui peuvent concerner des personnes qui ont peut-être déserté l'armée à un moment donné, peut-être du fait du conflit, d'autres pour des motivations autres, mais ces questions seront examinées aussi sur la base d'un certain nombre de critères pour permettre, nous avons la volonté de faire en sorte que l'armée nationale puisse être une armée ouverte à toutes les composantes de notre société. Mais la différence de la situation qu'on gère actuellement par rapport à la situation du pacte national, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un environnement qui est marqué par le terrorisme. Donc nous ne pouvons pas intégrer tout le monde sans avoir un certain nombre de filtres et de garanties. Ce sont ces questions qui nous préoccupent. Sinon, dans le principe, c'est absolument normal qu'on crée une situation qui puisse permettre de renforcer aussi le lien entre les Maliens et leur armée. Suffisamment de filtres aujourd'hui, M. le ministre Konaté? Oui, il est d'autant plus facile de mettre des filtres en place que nous allons nous inspirer du passé et des erreurs du passé. Nous allons nous inspirer de la nécessité de créer les conditions pour qu'une armée nationale unique ait le contrôle à nouveau de tout le territoire. Et un dispositif, un mécanisme connu du reste, a été mis en place sur lequel notre collègue, le ministre Zahabi, a beaucoup parlé, beaucoup travaillé, c'est le mécanisme du DDR. Il a été mis en place, il est reconnu dans le document, il va être appliqué selon un protocole sur lequel le Mali a d'ailleurs beaucoup travaillé déjà, et nous avons demandé que ce protocole soit partie intégrante de l'accord. Monsieur le ministre Zahabi, c'est une question essentielle quand même pour éviter que la c'est une question essentielle, effectivement, mais vous savez, c'est clair que les Maliens ont en souvenir ce qui s'est passé les années précédentes. Et c'est écrit quelque part qu'il faut que le processus s'inspire des leçons tirées du passé. Absolument. Et vous savez, dans la négociation, c'était des deux côtés. C'est-à-dire que la méfiance aussi, elle se trouvait du côté des mouvements aussi, par rapport à l'intégration. Ce n'était pas dans un seul sens. Et nous, du côté du gouvernement, on connaît les expériences malheureuses qui ont eu lieu et qui sont réelles et dont il faut tenir aussi compte. Alors, quelle est l'innovation maintenant? L'innovation dans le document, c'est qu'il y aura un processus de DDR, ce qu'on appelle désarmement, démobilisation et réinsertion. Et ce processus, à la différence de ce qu'on a connu par le passé, c'est qu'il se définit selon des normes et pratiques internationales. Il y a un manuel. Et la première des choses, c'est que tous ceux qui ont des armes doivent cantonner, une fois que l'accord est signé, en 60 jours. 60 jours, vous donnez la liste, vous donnez les combattants que vous avez, l'armement, et vous restez, il n'y a plus de mouvement de troupes comme ça, parce qu'il y a quand même des casques bleus, il y a un système d'observation. Alors, ça c'est le premier filtre d'abord, ce qu'ils appellent le screening. Le screening va les enregistrer, ils seront là, on va voir les armes qu'ils ont, on va voir leur nom, etc. Après ça, la commission de réintégration, la commission qui gère ça, et celle de la réforme du secteur de la sécurité, vont se réunir avec la médiation pour établir les critères. Et parmi les critères, il y a des normes internationales. Par exemple, quelqu'un qui est accusé de graves violations des droits de l'homme, il ne peut pas passer ce filtre-là, par exemple. Sans compter, comme l'a dit le ministre Diop, on sait aussi qu'il y a des djihadistes, il y a des terroristes. Donc des gens qui sont connus comme ça, je ne crois pas que ce filtre-là, ils puissent le passer. Maintenant, il y a aussi la question de la gestion des déserteurs. Ça, c'est une autre question. Là aussi, je crois qu'il y a dans la commission, c'est géré par le ministère de la Défense. Eux aussi, ils sont là.
Et certainement que c'est un autre filtre qui est là. Donc ce sont des mecs, c'est des énoncés qui passent par des mécanismes, et une porte est donnée aussi. Une porte de sortie est dite que tout le monde ne peut pas aller dans l'armée. D'abord, on ne peut pas absorber tout ce monde dans l'armée. On verra selon les capacités du budget national quel est le nombre qui peut y aller. Et le gros lot doit partir pour des projets dans la vie civile. D'accord. C'est comme ça. Donc je crois que vraiment il y a des mécanismes qui sont mis en place, et ces mécanismes doivent fonctionner, et ils serviront de filtre à toutes ces questions. Alors on va parler maintenant des questions de réconciliation nationale et de retour des réfugiés. On va essayer d'y aller rapidement, pas parce qu'elle soit moins importante, mais juste pour une question de temps. Monsieur le ministre Rabi, on reste avec vous. La réconciliation nationale, la justice et la réconciliation nationale, il y a déjà beaucoup de plaintes par rapport au fait que certains trouvent que la justice est déjà suffisamment malmenée au profit des questions de réconciliation. Comment est-ce que cela va se passer? Bon, je crois que le volet qui a été le moins problématique au cours des négociations, c'est le volet justice-réconciliation et le volet développement. Il n'y a presque pas eu de grandes divergences. Ça a occupé moins de temps. Tout simplement que le document est très clair dessus. Tout le monde accepte de mettre fin à l'impunité, l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Et il y a cette commission nationale de réconciliation, commission vérité, réconciliation, justice, et il y a cette nouvelle idée de créer une charte nationale sur la réconciliation. Je crois que ça aussi, ça permettra aux Maliens, comme sur la question de l'Azawad, de revenir ensemble, de réfléchir sur quel contenu nous allons donner à cette réconciliation nationale. Et le contenu, les termes de référence seront élaborés par tous les Maliens. Même le document ici, il souligne qu'effectivement, il y aura ce mécanisme qui va déterminer le cadre dans lequel les Maliens vont se réconcilier, tout en respectant la justice, tout en luttant contre l'impunité, et tout en restant dans un cadre légal. Mais vous entendez déjà en tant que ministre les récriminations des Maliens par rapport à ces questions-là, par rapport à la justice sacrifiée sur l'autel de la réconciliation? Bon, je ne crois pas que, en tout cas, le document ne le dit pas. Il souligne clairement toutes ces questions. Et la société civile avait beaucoup souligné ça au cours des écoutes. Et je crois que la société civile est là pour veiller. Elle fera partie aussi de ces mécanismes de mise en œuvre. Donc moi, sur ce plan, vous savez, tout ce qui favorise le dialogue, la concertation, la compréhension mutuelle, le vivre ensemble des Maliens, je ne peux que l'encourager, tout en luttant contre l'impunité et respecter la justice. La justice, c'est extrêmement important parce qu'on sait qu'il n'y a pas de réconciliation s'il n'y a pas de justice. D'accord. Monsieur le ministre Konaté, les réfugiés, vous avez déjà un programme, mais sa mise en œuvre dépend aussi de la paix, de la calmie. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Nous avons un programme de retour volontaire et organisé des réfugiés. Nous avons déjà enregistré beaucoup de retours spontanés. Mais ce retour volontaire et organisé est préparé. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de sites qui sont aménagés. Nous avons les accords tripartites, HCR, gouvernement pays hôte et gouvernement malien, qui sont signés pour 2 pays sur 3. Nous avons rencontré les réfugiés dans les camps de réfugiés. Tous nous ont dit, nous sommes prêts à retourner au pays, mais nous avons besoin de savoir qu'un accord est signé. L'accord est paraphé, il attend d'être signé, donc nous nous préparons déjà à aller, mon collègue et moi, dans les différents camps, leur expliquer le contenu de l'accord
et à leur dire que le temps est venu de se préparer pour retourner. Et très vite, mon département va s'occuper les mois à venir à l'accueil des réfugiés et à l'organisation très rapide de la restauration de leur capacité d'autonomie, cette fois à l'intérieur des collectivités, des communautés, et de leur capacité de se prendre en charge, eux, et d'avoir leurs enfants qui intègrent les services sociaux de base dont ils ont besoin. Alors, on ne pourra pas entrer dans tous les détails de la chose. J'imagine que c'est juste l'une des nombreuses séances d'explication que vous aurez, bien évidemment, par rapport à cela. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur la question de l'application ou de l'applicabilité de la chose. Vous avez souvent dit, Monsieur le ministre Diop, que c'est maintenant que le plus dur commence. C'est vrai que la mise en œuvre est une autre paire de manches. La négociation aura été très difficile, mais aussi la mise en œuvre aussi est extrêmement difficile parce que d'abord, il faut qu'en tant que gouvernement, nous-mêmes nous puissions identifier de façon très très claire et puis rapidement tous les engagements qu'on signait ici. Et avoir aussi un chronogramme de ces engagements. Comme il l'a dit, dans 60 jours, 30 jours, il y a un certain nombre de mesures à mettre en place. Et que ça va être vraiment s'étaler sur même plusieurs années. Mais ce qui est important à retenir aussi pour cette mise en œuvre, c'est que contrairement aux accords passés, cette fois-ci, on a un comité de suivi international qui est mis en place, qui comprend toute l'équipe de médiation avec à sa tête l'Algérie, les pays voisins, les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO et beaucoup d'autres organisations qui seront là pour veiller à une mise en application. Comme le ministre Zahabi l'a indiqué, bon, il y a une méfiance parce que les partis, chacune accuse l'autre que bon, les accords précédents n'ont pas été, les engagements tenus n'ont pas été respectés. Donc ce comité de mise en œuvre sera là pour accompagner et mobiliser la communauté internationale pour obtenir le soutien nécessaire, y compris financier, pour la mise en œuvre de l'accord, mais aussi aider les partis dans la mise en œuvre, y compris en dénonçant, si c'est nécessaire, si une partie ne respecte pas ses engagements. Et je vous dis qu'une fois que l'accord aura été signé, il est prévu déjà qu'il y ait une session du Conseil de sécurité pour lui donner une force exécutoire. Endosser l'accord, lui donner une force exécutoire, ce qui veut dire que les personnes ou les partis ou les individus qui peuvent se rendre, en tout cas qui peuvent constituer des obstacles à la paix, seront identifiés. Il est envisagé qu'il y ait des sanctions ciblées contre des ennemis de la paix. Donc je crois que toute cette dimension sera là pour nous permettre vraiment d'aller vers une mise en œuvre. Et dans le cahier, le gouvernement aussi pour sa part mettra en place aussi un mécanisme de suivi. Et il est prévu aussi dans le cadre de ces deux mécanismes que la société civile ou la population de façon générale aussi puisse avoir l'occasion de s'exprimer. Et ces mécanismes ne seront pas seulement au niveau national. Il y a aussi des mécanismes qui sont prévus au niveau de la région, au niveau des cercles, au niveau des communes, pour que les populations à ce niveau puissent aussi être impliquées et voir si on a prévu de faire un point d'eau à tel endroit et que ça n'a pas été fait, des questions seront posées. Et il est même prévu qu'il y ait aussi un observateur indépendant, comme le bureau du vérificateur, qui sera là aussi de façon indépendante, qui pourra aussi établir des rapports annuels pour donner son évaluation par rapport à la mise en œuvre. Et puis bon, là où c'est nécessaire de signaler ou de faire des recommandations, c'est là pour venir. Donc c'est dire que cette partie aussi n'est pas facile et qu'il y a énormément d'engagement aussi sur le gouvernement, mais au nom de la réconciliation, au nom de l'union que nous cherchons au sein de notre pays, nous avons pris un certain nombre d'engagements en tant que gouvernement. C'est un sacrifice aussi qu'on doit reconnaître. C'est un sacrifice important que nous devons faire pour préserver aussi notre unité. Absolument. Juste quelques mots, monsieur le ministre Zahabi et Konaté, par rapport à ce volet. Oui. Première chose, nous allons continuer à informer. Mais ce sur quoi nous voulons vraiment insister, c'est que l'accord et sa mise en œuvre constituent un chantier national qui ne peut pas souffrir de clivage ou de position partisane. Notre pays est un grand pays qui a connu des choses assez douloureuses qui se relèvent plus vite que l'on a pensé. Chacun de nous a une place là-dedans. Chacun de nous doit faire l'économie en ce moment-ci de sa vérité
particulière pour regarder la vérité nationale et se battre pour qu'une fois qu'on sera entièrement sur pied, eh bien, nous reprendrons nos positions partisanes. Monsieur le ministre David. Bon, vous savez, moi, j'ai toujours été optimiste depuis le début de ce processus. Parce que je sais que quelque part, ce qui divise les Maliens, si on essaye de voir au fond, ce n'était pas compliqué. Parce que même au cours des négociations, quand vous voyez, il y avait le représentant spécial des Nations Unies qui nous disait, parce que dans la salle, on négociait dur, hein, Diop, Konaté, tout le monde, les experts. Et puis, de l'autre côté aussi, ils nous accusaient. Mais après, dès qu'il y a pause café, on se retrouve, on discute, on mange ensemble. Bon, pour moi, ça, c'est très important. C'est-à-dire que ça prouve que c'est la même population, il y a des problèmes, et je suis sûr que ça, on va les transcender. Une fois que la confiance revenait, on va transcender. Mais là où il y a le problème, et c'est là qui, à mon avis, moi, est source d'inquiétude, c'est l'accompagnement financier. C'est-à-dire que nos partenaires, et je profite de ce plateau pour leur lancer un appel, c'est qu'on sait que ce programme, il prévoit beaucoup d'actions, cet accord. On sait que mobiliser ces ressources, ce n'est pas facile. Et ils nous ont promis cet accompagnement. Alors moi, j'aimerais bien que les mécanismes de suivi cette fois-ci, aussi de la même manière qu'on va situer les responsabilités de chacune des parties, dont le gouvernement en premier lieu, il faudrait aussi que chacun qui va apporter quelque chose, qu'on sache combien il apporte. Et il faudrait que cette fois-ci, ça ne soit pas ce que les nomades disent, le bénéfice de l'oreille. Tu connais le bénéfice de l'oreille? C'est-à-dire, je te dis, moi je vais t'acheter un truc à un prix fabuleux. Et quand tu regardes au fond, ce qu'on t'apporte, c'est rien du tout. Alors je crois que cette fois-ci, il faut que toutes les actions qui sont dans l'accord, qu'on connaisse parmi nos partenaires qui va nous aider, mais pas de nous dire le Mali a eu 3 milliards et après tu vas me comptabiliser quelque chose que tu donnes à une ONG locale qui fait autre chose. Moi, je pense que sur ce plan, il faut que les choses soient claires et on sache qui va faire quoi et qui va nous aider. Si ça c'est fait, je vous garantis qu'on aura très vite la paix et notre pays va reprendre sa dynamique de progrès. Et comme je l'ai dit, rien n'empêche que le Mali soit une nation émergente. C'est un pays qui dispose d'un grand potentiel. Et nous ne sommes pas nombreux. C'est 15 millions de Maliens pour ce grand territoire qui a tout ce potentiel. Pour qu'on sorte de cette situation. On va s'en sortir, Inch'Allah. Merci bien. Alors, Monsieur le ministre, le dernier mot en tant que chef de délégation de ce plateau spécial. Bon, dernier mot, nous voudrions d'abord que le dernier mot soit pour les Maliennes et les Maliens qui nous suivent à travers votre programme. C'est de dire qu'il est vrai que les engagements qui sont pris par le gouvernement au nom des Maliens. Mais il appartient aux Maliennes et aux Maliens de nous aider pour faire la paix. Parce que la paix, c'est d'abord à notre niveau individuel. Notre comportement, ce qu'on dit, ce qu'on fait, la responsabilité individuelle qui est la nôtre, chacun de nous, en acceptant des sacrifices et des compromis qui nous fassent avancer. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons demander, je pense qu'au début des négociations, les Maliens ont fait beaucoup de prières pour nous. Nous leur sommes vraiment très reconnaissants par rapport à cela. Aujourd'hui, nous avons besoin, en plus des prières qui ont été formulées, qu'ils nous accompagnent. Qu'ils nous accompagnent à travers les conseils, à travers leur mobilisation. Et comme on le dit en Bambara, en Kanchesserie, parce que vraiment on ne peut plus s'asseoir maintenant. Il faut que tous les Maliens se tiennent debout et qu'on comprenne que ce pays nous appartient à tous. Aucun de nous n'a le monopole du patriotisme. Nous aimons tous ce pays de la même façon. Et pour le construire, nous le faisons ensemble.
et que pour le pays avance, il n'y a pas une partie du pays qui va avancer contre une autre partie. Il a décrit l'exemple de la caravane de chameaux. Il est important que nous comprenions que nous gagnerons ensemble. Et nous souhaitons que les Maliennes et les Maliens, chacun a sa prise de position, qui peut être partisane, qui peut être des positions personnelles. C'est absolument normal dans un pays. Nous ne cherchons pas l'unanimisme, nous cherchons à bâtir un consensus national, c'est-à-dire comment on peut tous se focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est notre unité. Marcher vers les mêmes objectifs. Marcher vers les mêmes objectifs, regarder au moins dans la même direction. Chacun gardant son identité, sa préoccupation. Et je crois que c'est là où le gouvernement, avec l'ensemble de la communauté nationale, nous pouvons nous donner la main et aider ce pays vraiment à se remettre sur pied comme cela a été indiqué, mais aussi à se tenir debout avec fierté. Avancer et tenir notre place aussi dans le concert des nations et aussi dans la région et faire en sorte que les Maliens qu'on ne puisse en aucune manière constituer des éléments d'insécurité pour nous-mêmes et qu'on ne soit pas des éléments d'insécurité pour la région. Aujourd'hui, c'est notre ambition, c'est l'ambition du président de la République de faire en sorte que ce pays se remette debout et continue à avancer la tête haute. Alors, merci donc, messieurs les ministres, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions avec Hamadoun Konaté, le ministre de la Solidarité, de la Reconstruction des régions du Nord, Zahabi Ould Sidi Mohamed, monsieur le ministre de la Réconciliation nationale, et Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, et en cette qualité, chef de la délégation gouvernementale au pourparlers d'Alger. Merci donc, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Bonne suite de programme sur l'ORTM.